Chers amis, un nouvel épisode d'Industrial Growth en direct des journées techniques d'Asmovac sur lesquelles on est pour 2 jours. Et là, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thomas Poncet de la société Grob. Bonjour Thomas. Bonjour Karim, merci de ton temps. Eh ben, merci à toi déjà d'accepter de prendre un petit moment parce que je avec sais plaisir. que tu as une journée très occupée avec plein de clients, plein de gens que tu dois avoir sur ces 2 jours. Ouais, c'est bien, il y a du monde. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter, Oui, bien sûr. Un petit peu qui tu es, enfin expliquer à notre audience qui tu es. Moi, Ouais. je sais un peu, mais C'est clair. Ok, donc moi je suis Thomas Poncet, donc je suis responsable commercial pour Grob France. Aujourd'hui, on est une équipe de donc 4 commerciaux, moi en tant que responsable, et on a pour mission de développer le marché français pour Grob, qui est une entreprise allemande, familiale, de plus de 8000 personnes aujourd'hui. une entreprise familiale de plus de 8000 personnes. Une ETI allemande de 8000 personnes. Par la famille, toujours dirigée par la famille, donc Christian, Florian Grob, père et fils, qui sont à la tête de la société et qui pilotent activement les activités. Donc entreprise allemande qui a été créée Aujourd'hui, on a bientôt 100 ans d'existence. Okay. Ouais, donc on a une société qui a une belle empreinte, une belle histoire. Et aujourd'hui, donc Grob, c'est une société de mécanique, de production de centres d'usinage et de systèmes automatisés. Okay. Donc votre job, quand on préparait le podcast, c'est ce que tu m'as un peu expliqué, c'est que votre job, c'est le process, en fait, c'est d'être capable de proposer clé en main tout un process industriel, c'est ça? C'est vraiment ça qui a fait notre renommée. De livrer historiquement, on livrait des lignes complètes d'usinage de culasse, de carter, de boîte de vitesse, y compris l'assemblage. Donc notre histoire et notre colonne vertébrale a été les lignes de production pour l'automobile en très grande série. Ça a été notre histoire jusqu'il y a 20 ans, on faisait que ça. On avait une vingtaine de clients qui étaient les plus grands constructeurs automobiles. Voilà, c'est ça, européens et mondiaux, puisqu'on a une empreinte mondiale. On produit sur notre site de Mindelheim en Allemagne. Donc on a la plus grande usine de production de centres d'usinage d'Europe. C'est une usine qui fait plus de 220 000 m² couverts. On est 5000 personnes. Mais en plus de ça, on a donc une usine au Brésil qui a été montée en 1956. On a une usine aux US, 2 usines en Chine. On vient d'inaugurer une usine en Inde. Également un site en Italie qui produit des machines de bobinage de moteurs. Okay. Quelle est un peu la particularité? Tu parlais du marché automobile, ça a été pendant longtemps votre spécialité. Ouais. Ça l'est toujours. Le marché a beaucoup bougé là. Comment comment vous prenez ce virage là vers la partie électrification des véhicules? Il y a un peu plus de 10 ans, notre direction a eu le nez assez fin. C'est dit, il faut qu'on investisse massivement dans le développement de moyens de production pour faire des moteurs électriques. Ce qui a été développé. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas de tout le monde en fait. Hein. On est tout seul, c'était un pari et aujourd'hui c'est payant puisqu'on est le leader de la production de moteurs électriques dans l'automobile. Donc aujourd'hui, même si le volume de centres d'usinage dans l'automobile baisse, en valeur, en chiffres, notre chiffre est en croissance. On a vraiment avec des machines de plus en plus des machines différentes, des machines sophistiquées, beaucoup d'automatisation, gestion de production complète. On livre ce que j'appelle des usines clés en main pour l'automobile. On ne fait pas la maçonnerie, mais on livre des usines clés en main, effectivement. Donc une des forces, et ça c'est peut-être lié au fait que ça reste une PME, enfin une ETI familiale de 8000 personnes, mais ça reste quand même familial, c'est que une des forces, c'est l'agilité quand même quelque part, même si c'est une grosse structure avec des mondes, il y a quand même une capacité à être relativement agile malgré la taille de la structure. C'est ça, c'est vraiment, les prises de décision sont assez rapides, ça reste, s'il y a une décision stratégique à prendre pour les 10 années qui viennent, les décisions sont prises par la famille et pas dirigées par un actionnariat. On sait prendre des décisions. Les décisions sont prises rapidement. Il n'y a pas 36 étages pour monter à la direction. Si on a besoin de discuter sur un projet avec notre direction, les étages vers la propriété sont assez limités, donc on peut très vite avoir des décisions. Donc ça, c'est très important. Donc l'automobile
toujours notre colonne vertébrale parce qu'on fait encore 50% de notre chiffre dans ce domaine. Sur la partie Sur la partie électromobilité, 50% de notre chiffre d'affaires, uniquement électromobilité. Et ensuite, tout le reste de l'activité, c'est l'usinage. C'est l'usinage, d'accord. Okay, donc des métiers un peu plus, on va dire, un peu plus... qu'on présente ici. Hein. Donc, présent sur l'aéro. Évidemment, l'aéronautique. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans l'aéronautique puisque l'automobile va mal. L'usinage dans l'automobile a baissé, mais l'automobile va bien, on se porte bien, ça nous permet de développer des nouvelles machines, des nouvelles technologies, l'automatisation associée, d'embaucher du monde pour pouvoir proposer évidemment du process, des services associés qui aujourd'hui nous permettent de faire la différence auprès de nos clients. Alors pourquoi vous êtes venu tardivement? Parce que tu disais que finalement la présence en France, alors vous étiez déjà présent avec un distributeur. Oui, c'est ça en fait. Donc la création de filiales pour la présence commerciale directe et la présence service directe n'a que 5 ans. Okay. Donc c'est quand même un pas qui est franchi parce qu'entre s'appuyer sur un distributeur ou un partenaire local, donc, mettre du personnel. Oui, voilà, c'est ça. Donc la famille Grob et le board croient au marché français. Okay. Ils croient en la croissance en France également. La France, c'est un grand pays industriel toujours. On a perdu de l'industrie, on a perdu des compétences, c'est certain. Mais ça, c'est une difficulté qu'on voit tous les jours chez nos clients. Ils ont du mal à recruter, c'est la difficulté du moment. Il y a du business, mais ça manque de compétences et de personnel. Donc c'est aussi pour nous une opportunité. Et après le Covid, est-ce que ça c'est je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'aéronautique va beaucoup mieux. On a eu cette période Covid compliquée. Ouais. Mais là, dans les sons de cloche que j'ai, des gens que j'ai pu interviewer aujourd'hui, ça a l'air de plutôt bien tourner. Oui, il y a un rattrapage important. Et puis, les gens auront toujours besoin de se déplacer. Hein. Donc, il y aura toujours besoin d'avions. Et puis, les nouveaux... la baisse des niveaux de CO2 est quand même quelque chose qui est réclamé dans la mobilité. Donc le développement de nouveaux moteurs pour les avions, le développement de matériaux plus légers, etc., c'est forcément quelque chose aussi qui va pousser les investissements et qui vont nous permettre aussi de continuer à développer notre activité. Hein. Justement, sur les investissements, les machines Grob, c'est des machines qui sont relativement... Je regarde en même temps la machine en train de tourner là, depuis le podcast. C'est des machines qui sont relativement sophistiquées, enfin, dans le bon sens du terme. Est-ce que c'est accessible à des PME, à des boîtes plutôt qu'on va dire plutôt sous-traitantes J'en ai rencontré quelques-uns, là, des boîtes de 50 personnes. Est-ce elle peut ou elle devrait tout à fait. Un type de process et qu'est-ce qu'ils gagnent? On n'a pas une machine qui... On a une machine qui est haut de gamme, mais qui n'est pas forcément sur la Lune par rapport au marché. On regarde de l'ROI, j'imagine aussi. Qu'est-ce que ça me fait gagner c'est ça, c'est qu'on a des machines de production qui sont faites pour être engagées, qui sont capables d'être engagées. Donc une machine qui est automatisée, sur laquelle on a du process qui est mis en route, etc. C'est une machine qui fait gagner de l'argent à nos clients. C'est ça l'objectif, c'est notre client, s'il gagne de l'argent avec la machine, il en rachète une deuxième. Donc nous, notre objectif, c'est qu'il gagne de l'argent avec. Hein. Okay. Et comment ça se passe aujourd'hui sur la clientèle que vous avez, les sons de cloche que tu as justement sur les investissements, tout le monde a l'air un peu frileux. Enfin moi, j'ai un peu cette impression-là. Alors pas aujourd'hui, mais j'ai discuté pas mal ces derniers mois avec pas mal de gens et on sent qu'il y a un peu de réticence à investir en ce moment. Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que c'est des sons de cloche que vous avez? Nous, je pense qu'on va faire une bonne année. mais écoute, ça fait plaisir à entendre. Moi, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le marché est là. Et puis, je pense que les solutions qu'on apporte font aussi la différence. On en revient à ce que je disais. Il y a des pertes de compétences importantes. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir apporter des machines technologiquement avancées, productives, des solutions d'automatisation packagées, et puis du process associé. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence avec nos confrères et c'est ça qui fait la différence pour nos clients. C'est qu'on peut vraiment les accompagner, leur livrer non pas seulement une machine, mais vraiment de la technologie. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans ce domaine du 4.0 ? Comment vos machines ont évolué d'un point de vue Est-ce que vos machines sont un peu digitalisées ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça fait partie justement du 4.0 ? On utilise beaucoup ce terme marketing. Oui. C'est pas que du marketing. Il y a évidemment, ça fait partie un petit peu de la chose, mais il y a du
Le 4.0, ce qu'on appelle le 4.0, l'industrie du futur, c'est l'automatisation, c'est la digitalisation des machines, la récupération de données. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment importantes et pour nos clients. On discutait ce matin avec un de nos clients qui utilise nos systèmes ou des systèmes du commerce. Ils collectent tous leurs données pour pouvoir piloter ensuite la consommation énergétique, l'activité, simuler, parce qu'aujourd'hui, la clé, elle est aussi là, hein, dans la préparation. Hein, pour gagner de l'argent aujourd'hui, si la machine attend qu'on ait fini de faire de la préparation, la machine ne produit pas. La machine, on peut facturer que ce qui sort de la machine. Hein. Donc si on peut digitaliser cette préparation, ben, c'est que du temps gagné. Et donc c'est du ROI complémentaire. Hein. Okay. Une question que j'avais, alors c'est un peu plus personnel pour toi. Thomas, tu m'as dit que ça fait 20 ans hein, que tu es... Oui, déjà. Tu ne les fais pas. Tu les fais pas, franchement ça se voit pas. Ça fait 20 ans que tu es dans le business, là, oui, c'est ça. Alors, j'ai fait 10 années dans les outils coupants, les broches. J'ai eu une expérience d'entrepreneuriat également. Et puis maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la machine-outil. Okay. Machine de production, orientée process. Plutôt, ouais, toujours... une orientation commerciale, mais toujours avec une approche technique. C'est quoi ton background, toi? T'as fait quoi avant? J'ai fait des études techniques un petit peu, et puis ensuite du commerce, mais globalement j'ai beaucoup appris sur le terrain. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'attendent nos clients, c'est du support technique. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de vendre là, en 20 ans vendu. Aujourd'hui, tu manages une équipe de vente que tu construis. Des gens qui ont l'air, j'en connais 2 ou 3 là, qui ont l'air assez pointus, assez compétents. Ouais. Donc c'est plus facile quand c'est comme ça. Bah oui, puis j'essaie de les orienter vers le. Je pense que c'est ça aujourd'hui le rôle d'un responsable commercial, c'est pas de pousser à tout prix, c'est vraiment plutôt orienté, guider et essayer d'aller aller vraiment vers utiliser la bonne démarche pour vendre une technologie, parce qu'aujourd'hui des machines, tout le monde peut en acheter. Tout le monde peut en produire, tout le monde peut en vendre. Maintenant, l'approche technique. Aujourd'hui de vendre des machines qui a 20 ans oui. Dans le petit copain, qu'est-ce qui est plus difficile par rapport à la façon dont tu vendais ou tu as pu voir l'évolution là? Le marché est plus restreint. Il y a eu la révolution des commandes numériques. Hein. Quand les premières commandes numériques sont arrivées, il y a eu énormément d'importations de constructeurs japonais. Il y avait des constructeurs français, des constructeurs allemands. C'était un petit peu l'euphorie parce que tout le monde s'équipait. Aujourd'hui, le marché est un petit peu plus rationalisé. Ouais. Donc il faut, d'un point de vue commercial, il faut se différencier. C'est ça. L'approche conseil consultatif. C'est ça, c'est exactement ça qui aujourd'hui fonctionne, c'est que si on est dans une approche avec le client où on l'accompagne dans un projet, pas uniquement dans un choix de machine, mais vraiment dans son projet et dans une orientation process, bah c'est là où on fait la différence, c'est que on n'est plus un vendeur. Est-ce que justement tu acceptes, alors tu me dis ça et en même temps je vais te poser une question. Okay. Est-ce que tu acceptes de donner, alors peut-être pas des trucs, parce que quand on vend des machines avec des investissements un petit peu lourds, on n'est pas un marchand de tapis entre guillemets, mais non. C'est quoi un petit peu ton approche ou les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait besoin de vendre à des clients similaires aux tiens, pas forcément des produits. Il faut venir travailler chez Grob. Hein. Non, c'est le meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment d'écouter les clients. Hein. Déjà, la première chose, les écouter, les accompagner, même si on peut ne pas être d'accord avec la démarche du client, mais il faut pas forcément aller à la confrontation, mais il faut aussi ne pas hésiter à lui proposer d'autres choses. Hein, c'est pas pour ça qu'un client nous met dehors. Au contraire, je pense que les clients sont des gens intelligents et ils sont là pour écouter. Nous, en tant que vendeurs de machines et de process, forcément, on a une expérience qui est assez large, qui vient un peu de tous horizons. On travaille dans le médical, on travaille dans l'aéronautique, on travaille dans l'automobile, on travaille dans le moule, dans la pièce unitaire, pièce très grande série. Donc, et on peut faire bénéficier nos clients de chaque aspect, de chaque domaine. En fait, c'est ça. Chez nos clients, souvent, ils connaissent parfaitement leurs pièces, parfaitement leur process.
d'avoir aussi un regard extérieur, de pouvoir comparer, se benchmarker. Donc c'est là où on peut vraiment aussi faire la différence. C'est notre expérience qui va pouvoir les aider. Hein. Donc je pense que c'est un bon point de départ de se faire une expérience, de ne pas hésiter à se faire aider par des gens qui auront plus d'expérience que nous, et puis aller chercher vraiment la productivité. C'est ça qui... En fait, le retour sur investissement à tes clients et s'orienter là-dessus, en gros, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est être capable de faire gagner le client. Si le client fait du business, toi, tu es content. Et à la fin, tout le monde est content, exactement. Chers amis, je lance ma petite musique de conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le deuxième épisode enregistré en direct des journées techniques d'Esmobax, organisé aussi en partenariat avec Rob. Hein. Vous avez une belle machine en exposition ici. Et puis à très vite pour le prochain épisode. Merci, à bientôt.